Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du comité de direction de ces journées d'études, en espérant que chacun et chacune d'entre nous pourra trouver au cours de ces 2 jours suffisamment de nourriture intellectuelle pour stimuler nos échanges et nos travaux futurs. Avant de commencer, je tiens naturellement à remercier nos nombreux et généreux donateurs, la Maison des Sciences de l'Homme, la Fondation Minguenet, le Centre Pariset, le Cercle, le Centre de recherche IRM, le CADRE et l'école doctorale droit de l'Université de Bordeaux. Je tiens également à remercier très chaleureusement les membres de l'équipe de direction, Sandro Landi en premier lieu, qui a permis à ce projet de prendre une envergure telle l'envergure que vous connaissez aujourd'hui, tout en acquérant une réelle dimension comparée. Mais je pense aussi à Cédric Brun, qui a été un allié très précieux, et bien sûr à Marie Padilla et Victor Janin, qui sont à côté de moi, sans qui ces journées n'auraient jamais pu voir le jour. Des remerciements un peu particuliers s'imposent et vont à Dominique Jarassé, mon directeur de thèse, qui a soutenu et dirigé dans l'ombre ce projet depuis ses balbutiements, il y a maintenant 2 ans. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble de nos participants pour l'extraordinaire patience dont vous avez fait preuve et l'engagement qui a été le vôtre à nos côtés. Je pense notamment à celles et ceux qui ont accepté de rejoindre ce projet dès sa première version et qui n'ont jamais cessé d'y croire, malgré les nombreuses difficultés que nous avons rencontrées. Un grand merci également à Dominique Paco, Maxime Delavergne et Martine Portillo, ainsi qu'à toutes les équipes logistiques qui ont assuré l'organisation pratique de ces 2 jours et qui ont permis cette rencontre. Avant de passer la parole à mes collègues, il convient également de dire un mot sur la genèse de ce projet, qui représente l'aboutissement de 2 ans de travail, puisqu'il est en réalité issu d'un premier événement conçu dès octobre 2021. Un séminaire interdisciplinaire doctoral qui visait à créer un espace d'échange scientifique sur les pratiques et les défis actuels de la recherche, tout en questionnant la liberté académique dans sa définition, son rôle et son poids dans la constitution de nos savoirs. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai été confrontée, en raison de mon choix de sujet considéré comme sensible, à des crispations identitaires, des positionnements dogmatiques et une réduction toujours prégnante à des concepts essentialisants. Une situation qui m'a donc menée à une réflexion sur ces notions de liberté académique et d'éthique de la recherche, avant d'envisager un projet plus vaste, réunissant différents chercheurs venus de toutes les sciences humaines et sociales autour de ces questions. L'occasion pour nous d'aborder sereinement des tensions toujours délicates entre science et identité, équilibre inévitable mais toujours précaire, qui met parfois en balance notre éthique de conviction face à notre éthique de responsabilité. Dans sa première version, ce projet, prévu dès la rentrée universitaire 2022, sous la forme de ce séminaire, a subi une première annulation pour le moins inattendue. Effet bénéfique, il a ainsi attiré l'attention de Sandro Landi, qui s'est engagé à nos côtés pour le faire exister sous cette forme renouvelée. Après un second essai infructueux en mars 2023, et grâce au soutien de la Maison des Sciences de l'Homme qui nous accueille aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir officiellement ouvrir ces 2 journées d'études. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue et cède la parole à ma collègue Marie Padilla. Merci beaucoup, Paloma. Merci beaucoup, Paloma. Engagement, distanciation, liberté académique. C'est autour de ces 3 notions et de leur articulation dans le champ des sciences sociales que nous avons souhaité réunir l'ensemble des participants pour ces 2 journées d'études. Le couple conceptuel formé par les 2 premières notions, engagement et distanciation, n'est ni nouveau ni original. Et si nous l'empruntons à Norbert Elias, c'est parce que dans la jonction que ce dernier propose entre 2 concepts qui, historiquement, ont été pensés dans une relation d'exclusion mutuelle, il permettait de recueillir et d'abriter l'ensemble des interrogations, des intuitions et des hypothèses à la source du projet. Plus fondamentalement, ce couple notionnel nous posait devant nous un miroir. Il nous forçait à un temps d'arrêt, à une respiration,
un regard de retour sur notre propre pratique scientifique en nous demandant, depuis nos perspectives disciplinaires propres, quelle vocation voulons-nous pour la science que nous pratiquons et quelle fonction souhaitons-nous pour le chercheur dans la cité. Ces questions, certes classiques, appellent des réponses variables à la fois dans le temps, dans l'espace et selon les champs disciplinaires depuis lesquels celui qui y répond s'exprime. Pourtant, depuis nos 3 perspectives disciplinaires, un même constat semblait se dessiner. Si au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la balance entre engagement et distanciation semblait se faire en faveur de la distanciation, le renouveau de la pensée au sein des sciences sociales et au prisme des différentes vagues et d'études critiques redéfinissait la place et le poids de la question de l'engagement politique et militant des chercheurs. Or, lorsque notre regard quittait l'ancrage national pour rechercher à l'étranger les exemples les plus marquants de ce renouveau, ces derniers ne venaient pas sans interroger la 3e notion qui nous réunit aujourd'hui, la liberté académique. En effet, les exemples étrangers, et plus particulièrement ceux provenant du monde anglo-saxon, semblaient faire de la liberté académique à la fois une limite, non pas tant au renouvellement de la figure du chercheur engagé qu'à la diffusion de sa pensée politique, mais aussi un repoussoir contre cette figure dans les discours politiques conservateurs. La liberté académique devenait un empêchement à la fonction politique du chercheur pour les uns et pour les autres une garantie renforcée pour la fonction scientifique de ce même chercheur. Face à ces exemples, le cas français semblait tout à la fois éloigné, mais aussi éclairé d'une nouvelle conviction. Penser la relation entre engagement et distanciation n'était pas suffisant, il fallait l'intégrer dans le cadre juridique qui la conditionnait. Dès lors, et sans empiéter sur une partie des présentations de cet après-midi, comment définir synthétiquement ce qu'est la liberté académique? Peut-être tout simplement en précisant que la reconnaissance de cette dernière implique un ensemble de garanties contre des interférences extérieures à la production du savoir universitaire. En d'autres termes, la liberté académique apparaît comme fondant le régime juridique de la production de la connaissance universitaire, censée assurer et protéger les conditions de formation du savoir scientifique. Elle est en ce sens une garantie pour le pluralisme des idées scientifiques dans le respect des limites posées par la loi. De cette manière, elle forme une sorte de constitution à cet espace social du savoir où se tissent dans la confrontation des idées, la controverse, les conditions nécessaires à la formation et l'émergence de consensus localisés qui traduiront à un moment donné et dans les conditions de véridiction que chaque discipline se sera reconnue au travers de cadres méthodologiques et épistémologiques, les discours valides sur un objet. Depuis cette perspective, plusieurs types d'atteintes à cette liberté peuvent être observés. Tout d'abord, les plus visibles. Celles dans lesquelles la liberté académique n'est ni garantie, ni respectée, et qui conduit les gouvernants dans des systèmes autoritaires ou illibéraux à verrouiller la prise du pouvoir politique sur la production du savoir. Cependant, l'atteinte étatique à la liberté académique peut parfois se faire plus discrète ou insidieuse, elle a déjà été mentionnée lors de l'ouverture, lorsque dans les démocraties libérales, les gouvernements s'immiscent dans le processus de production du savoir et viennent interroger la validité de certaines recherches. Pourtant, est-ce à dire qu'il n'y aurait de menaces que provenant de l'État? La réponse est négative. En effet, avec le renouveau de la figure du chercheur comme chercheur engagé, semble aussi émerger le risque d'un militantisme universitaire qui, dans le cadre de la défense de ses propres idées militantes, rejetterait les conditions du débat scientifique, pourtant nécessaires à la production du savoir universitaire. Cependant, ne réside pas dans cette hypothèse la seule menace non étatique contre la liberté académique. Il semble important d'envisager ici un dernier facteur, déjà mentionné par le professeur Dessina, celui qui réside dans l'intégration du monde académique dans les logiques de marché et néolibérales. En effet, la construction du marché du savoir et l'entrée des universités comme lieu de production du savoir dans ce marché amènent à confronter l'institution universitaire et ses chercheurs à de nouvelles interférences et risques provenant de l'extérieur. Plus que l'engagement des chercheurs eux-mêmes, c'est à la fois l'engagement des étudiants, devenus clients, et l'engagement des financeurs privés de la recherche qui viennent poser de nouvelles conditions
à la production du savoir scientifique et potentiellement menacer la liberté académique des chercheurs en orientant ou censurant ce dernier. Si ces premières pistes de réflexion sont celles qui ont guidé la construction de cette manifestation, ces dernières ne sont qu'une ouverture et que l'annonce des débats qui nous réuniront à la fois pour cette journée et pour demain. Je clôturerai ces quelques mots en soulignant la joie et l'impatience qui sont les miennes à l'idée de voir nos échanges se tisser au fil des différents panels. Et je cède dès à présent la parole à Victor Janin. Je vous remercie. Alors, pour cheminer au milieu du paysage que vient de dresser Marie, nous avons choisi d'articuler notre raisonnement en 5 étapes, en 5 points, qui constituent autant de panels sur nos 2 journées d'études. La dimension fortement marquée du colloque, la dimension pluridisciplinaire fortement marquée du colloque, s'est affirmée assez naturellement, supposant peut-être que la question qui nous intéresse est véritablement, et malgré les précautions que ce mot implique, transdisciplinaire, en ce sens qu'elle transcende l'ensemble de nos corpus de connaissances et nos méthodes. Si les frontières disciplinaires existent bel et bien et présentent un intérêt, nous nous accorderons tous ici, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous réunit, sur le fait qu'on ne peut produire un savoir valide sans fixer une méthode solide ou à tout le moins réfléchie. C'est pourquoi une table épistémologique nous semblait être un prérequis nécessaire avant d'entamer toute exploration dans le sujet qui nous importe. Comment construire un discours en réunissant à la fois la rigueur scientifique et en prenant en compte la dimension humaine qui biaise nécessairement nos perceptions? Les réponses qui seront données à cette question constitueront les amorces de notre travail. Une fois la méthode définie, nous pourrons nous en servir comme boussole pour classer les discours. Nous pourrons comprendre que tous les discours ne se valent pas. Certains sont scientifiques et d'autres ne le sont pas. Alors certes, la frontière entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas est toujours malaisée, mais elle est nécessaire pour définir ce qu'un chercheur dit en tant que chercheur et ce qu'il dit en tant que militant. Weber dirait ce qu'il dit en tant que savant et ce qu'il dit en tant que comme politique. Pourquoi cette distinction? La liberté académique et la protection juridique qui la sous-tend se justifient justement parce qu'un professeur parle en scientifique et non pas en militant. Toutefois, cette assertion n'est que partiellement vraie, et la dimension internationale particulièrement marquée de notre table juridique en témoignera. Le point de vue comparé sera une richesse qui permettra de mieux saisir l'hétéronomie normative qui encadre la liberté académique. Nous avons une méthode, nous avons un cadre juridique, maintenant, place à la pratique. Alors, certains thèmes sont plus sujets que d'autres aux controverses au vu de l'actualité. J'ai noté les questions de genre, l'égalité entre les sexes, le professeur Décimal a rappelé par exemple pour la transidentité et la question des droits LGBTQIA+, la laïcité ou encore la question des mondes coloniaux sont des illustrations de ces sujets qui portent à débat. Au vu de nos compétences scientifiques du comité d'organisation, c'est la dernière thématique, celle des mondes coloniaux, qui a retenu notre attention pour cette table qui sera une sorte de cas pratique, de cas d'étude et surtout un espace pour la libre discussion sur cette thématique, comme devraient l'être toutes les discussions sur toutes les thématiques. Ces 3 tables nous offraient déjà de quoi entreprendre de vastes investigations. Mais profitant du report contraint de nos journées d'études, nous avons décidé d'insérer 2 autres tables originales. La première, c'est un sujet qui est incontournable et pourtant peu traité, c'est une table institutionnelle. L'idée est que cette table soit à la fois très complémentaire et très différente des autres, puisqu'il s'agira surtout de témoignages des personnes aux commandes des institutions et manifestement concernées de plus en plus par les questions de liberté académique. Et puis enfin, nous aurons un dernier panel, une dernière table pour le dernier temps de ce pèlerinage intellectuel, et nous avons fait le choix d'une table dite table conclusive. Alors, loin d'être un simple lieu de synthèse, il s'agira de réunir une multitude d'acteurs, de toutes disciplines et nationalités confondues, qui pourront réagir et livrer les réflexions que leur auront inspiré ces journées. Cette diversité, cette liberté est assurément un choix affirmé, celui de la croyance en une recherche éthique, rigoureuse et plurielle. Finalement, elle est à l'image de notre conception de la liberté académique qui doit être défendue malgré les remises en question qu'elle connaît trop souvent. Je vous remercie pour votre écoute et pour ces journées qui s'annoncent passionnantes.